D'accord. Alors, je suis un peu perdue dans mes papiers. Donc, on a dit qu'on allait faire la correction. On va faire la correction du travail personnel qui était à rendre aujourd'hui. Comme ça, là, on va avoir une grande interruption du débat. Vous pouvez partir avec. Et comme ça, j'ai pas à corriger. Et aussi, vous avez les réponses. Ça vous permet de partir clean. Non, je n'envoie pas les réponses, je ne corrige pas, c'est enregistré, c'est sur Internet. C'est tout sur Internet, notre discussion. Donc, vous pouvez prendre des notes. De toute façon, vous avez vos devoirs, votre travail. L'idée, c'est que vous les corrigiez vous-même. Et les personnes aussi qui sont derrière l'écran. Et c'est enregistré, donc ça sera sur le site. Donc vous pouvez y revenir. Si vous n'avez pas rendu le travail, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de le rendre, qui voulaient le rendre quand même. Si vous vouliez le rendre et il n'est pas terminé, vous pouvez le rendre après. De toute façon, c'est pas noté, alors. Mais si vous aviez l'intention et que... Bon... Oui, c'est un peu comme ça, oui. Oui, bon, c'est juste pour les gens, surtout qu'il y a des gens qui rendent tout le temps, mais en principe, vous l'avez rendu. Il n'y a que 2 personnes ici qui ont levé la main. Alors, première question. Quels sont les 2 facteurs nécessaires pour que s'élève une apparence semblable à une illusion? Donc, on était dans le cadre de la... de la vacuité de la personne. Et puis... Donc, séquence de la production de vues du non-soi. Donc en fait, on avait parlé, si je me rappelle bien, donc on avait établi le non-soi de la personne à l'aide des quatre de l'analyse en 4 points, c'est ça. Et après cela, donc, en prenant appui sur cela, enseignement sur la manière dont la personne apparaît telle qu'une illusion. L'enseignement sur la signification de la déclaration telle une illusion. Donc il y avait tout un enseignement sur comment la personne apparaît comme une illusion. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre directement à la question, ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle un peu le contexte? Rappel. Donc je prends mes notes. Si vous voulez bien écouter, ouais. Je vais récapituler un petit peu ce qui avait été dit, parce que chez là j'ai des notes, et après on passera aux questions. Et je vous donnerai le micro, puisque vous avez les réponses déjà. Donc, signification correcte, je lis dans le livre de Drissens et aussi dans mes notes. Donc, il y a le roi des recueillements dit « Médite les signes ». Ici, le signe, c'est ce qui existe vraiment comme semblable au mirage, aux cités célestes, aux illusions, aux rêves vides d'entités propres. Sache que tous les phénomènes sont ainsi. Ce qui veut dire, en fait, quand on se lève de la méditation sur la vacuité, quelqu'un qui a réalisé la vacuité en page 240, quelqu'un qui sort de la méditation sur la vacuité, quand la personne sort de cette... c'est là le contexte, sort de la méditation sur la vacuité, tout apparaît de nouveau, toutes les apparences en fait d'existence réelle. Et il est dit, médite les signes, c'est-à-dire ce qui apparaît comme une existence réelle, comme étant semblable au mirage, aux illusions, aux rêves, vides d'entité propre. Et donc, le sens ici de voir, méditer sur les signes, ce qui apparaît comme étant une illusion, c'est que ils sont vides, mais ils apparaissent. De la vacuité, les phénomènes apparaissent, et en fait, elles apparaissent. Elles apparaissent. Avec l'apparence, il y a une apparence d'existence intrinsèque, mais on comprend que ce sont des illusions, qu'elles sont vides en réalité.
puisque la personne a réalisé la vacuité. La personne a réalisé la vacuité, elle voit toutes ces apparences et elle comprend comme un magicien, comme une illusion, c'est-à-dire ou comme des rêves. Donc un magicien a fait apparaître quelque chose, mais en fait il y a un truc, c'est pas vrai. Ou comme un rêve. Dans un rêve, on a des apparences, on croit qu'elles sont réelles, mais on sait que c'est pas vrai, on sait que ce sont des illusions. Donc tout apparaît comme une illusion. C'est-à-dire ils existent comme existants en soi, mais ils sont vides d'exister en soi, mais ils apparaissent ainsi. Donc ça c'est cliché-là. C'est mes notes, plus exactement. D'accord. Donc ils s'apparentent aux rêves, aux illusions, tous les phénomènes, ils n'existent pas de la façon dont ils apparaissent. L'apparence ne reflète pas la manière dont le phénomène existe. Donc parce que l'existence véritable a été réfutée pendant la méditation sur la vacuité, l'apparence se produit, mais il comme une illusion, parce que la personne comprend en fait que ce qui apparaît à la conscience visuelle comme existant vraiment, la conscience mentale comprend que c'est faux. Et donc c'est comme une illusion. Donc la conscience mentale comprend que l'apparence d'existence réelle à la conscience visuelle est trompeuse, elle n'est pas vraie. Et donc il y a deux facteurs nécessaires pour que ça lève cette apparence semblable à l'illusion. Alors, c'est quoi les deux facteurs? Allez-y. Qui c'est qui veut répondre? Vas-y, ouais. Alors, la réunion des deux consciences, il y a la conscience conventionnelle et la conscience analytique. L'une considère l'apparence qui se manifeste, tandis que l'autre considère le phénomène d'apparence comme dénué d'existence en soi. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, Lina. Peut-être insister sur le manque d'analyse au niveau de la conscience conventionnelle. Elle elle appréhende son objet sans analyse. L'objet s'impose à elle, alors que dans la conscience analytique, elle va analyser son objet. D'accord. Donc il y a deux choses. Il y a une apparence, il y a un esprit conventionnel. Oui. Tu veux répéter, Lina, juste pour une conscience conventionnelle qui donne donc une apparence conventionnelle également, parce que l'esprit n'analyse absolument pas l'apparence qui jaillit là et qui s'impose à lui. Dans un temps plus ou moins rapide, la conscience analytique met un espace entre cette apparence et son analyse. Elle examine l'objet et elle s'aperçoit que cet objet est vide d'existence, que cette apparence est trompeuse, voilà. Qu'elle est vide. Donc une, c'est la conscience conventionnelle, l'esprit conventionnel, auquel cette apparence s'élève, apparaît en fait, ce qui apparaît en fait, comme existant en soi, donc qui n'analyse pas, et ça apparaît comme ça c'est une des conditions. Et l'autre, donc c'est la conscience analytique, qui comprend en fait, qui est analysée, qui comprend que l'objet est vide d'exister de la façon dont il apparaît. Donc la conscience rationnelle qui est analytique, qui a compris la vacuité en fait. Qui comprend que ça n'est pas vrai en fait. Donc il faut ces deux. C'est bon? Micro, c'est enregistré, pardon. C'est parce qu'il y a des gens qui... C'est tout enregistré. On ne parle pas de réalisation directe, là. On parle d'une conscience analytique non. qui comprend. Non, oui. Genre oui. nous, quoi. Non, c'est même quelqu'un qui a compris la vérité, qui sort. En fait, ça normalement, on le présente pour quelqu'un qui a médité sur la vacuité, qui a compris la vacuité en méditation et qui sort de la méditation. C'est évidemment pas du tout direct, puisque lorsque les phénomènes conventionnels apparaissent de nouveau,
Cette méditation, en fait, sur... on peut dire c'est la phase post-méditation, entre deux étapes, deux périodes d'équilibre méditatif sur la vacuité, où quelqu'un qui en sort, en fait, revoit les choses qui apparaissent, et voit les choses comme apparaissant véritablement, mais comprend, parce que sortant, la personne a compris la vacuité, donc il y a encore une conscience analytique qui est là, qui est conceptuelle à ce moment-là, qui sait que c'est pas vrai en fait. C'est bon? Donc oui, on ne parle pas de... Micro. Je pensais également que intellectuellement, on peut également, une fois qu'on a travaillé sur la vacuité en méditation, qu'on pouvait aussi faire par la conscience analytique, comprendre que l'objet... oui, voilà, on ne dit pas ici, on n'a pas dit, je ne pense pas, que la méditation soit directe ou inférentielle. Parce qu'on peut réaliser la vacuité directement, on peut la réaliser aussi de façon inférentielle, grâce au raisonnement. Donc quelque chose qui reste, donc c'est comme une bonne compréhension, mais c'est pas juste une compréhension. Si on comprend et que c'est pas vraiment, il y a une différence entre comprendre et réaliser. Donc ça dépend comment on comprend. On peut comprendre, mais notre compréhension, c'est pas une réalisation, c'est pas assez fort pour ensuite voir que l'apparence est fausse. Tu comprends? Donc les apparences, pour avoir l'effet comme une illusion, il faut vraiment comprendre que l'apparence est fausse. Et donc ça suffit pas de connaître la vacuité d'une façon juste intellectuelle, superficielle. On va passer au tableau. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Alors, les personnes et les phénomènes sont comme des illusions, donc ils n'existent pas. Alors, qui c'est qui dit vrai? Levez bien la main. D'accord. C'est une minorité, hein. Qui c'est qui dit faux? C'est la majorité. Donc, pourquoi ils n'existent pas? Attends, quelqu'un qui a dit qu'il n'existe pas, qui nous explique. Pourquoi vous dites qu'ils n'existent pas? Donc, les personnes et les phénomènes sont comme des illusions. Ils sont comme des illusions dans ce sens-là. Comme dans des illusions, c'est-à-dire ils apparaissent d'une façon, mais en fait, c'est faux. Ils existent d'une autre façon. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? Ils n'existent pas en soi. Tu as rajouté en soi. C'est vrai qu'ils n'existent pas en soi, mais ici, on ne dit pas la différence. On dit ils n'existent pas. Ça veut dire ils n'existent pas du tout. Donc, oui, mais bon, là, la question, c'était pas ils n'existent pas en soi. Tu l'as rajouté. Tu as triché. Donc, est-ce qu'ils n'existent pas? C'est pas juste, donc c'est faux. Exactement. C'est pas juste de dire qu'ils n'existent pas. Donc c'est faux. Donc on est d'accord. Si c'est pas juste, c'est faux. Donc c'était faux. Alors, la question qui suit. Ce qu'on entend par apparence semblable à une illusion, c'est une apparence des choses comme étant floue, brumeuse. Alors c'est vrai. Voilà. T'as dit vrai, Nicolas. Ah, t'as dit... Tu crois plus à ce que tu as écrit. Donc c'est tout faux alors. Alors ce qu'on entend par apparence semblable à une illusion est une apparence des choses comme floue et brumeuse. C'est faux. Philippe, tu veux nous expliquer? Ah oui. C'est pour ça que je te demande. Tu parles dans le micro, si tu veux. Oui, je réfléchis là. Ouais. Mais je suis très lent d'esprit, donc ça risque d'être long. Oui, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à ce sujet alors? Attends, il y a Gérard qui veut dire quelque chose en lui.
Ah ben oui, il faut parler, c'est obligé ça. Quand on parle d'une illusion, est-ce que le reflet d'un visage dans un miroir est une illusion? D'une certaine façon, d'accord. Oui. Mais flou et brumeuse, pour moi c'est trompeur ce que je viens de dire par rapport au reflet du miroir. Ah oui, mais on ne dit pas trompeur, là, on dit flou, brumeux. Non, mais je pose la question. Oui, mais pour moi c'est pas flou, ni brumeux, ni brouillard, c'est illusion. C'est trompeur, c'est reflet, c'est un rêve, c'est un tour de magie. Mais c'est pas flou alors, c'est pas brumeux. Ah non, il fallait marquer. Ouais, d'accord. Ça marche, ça va. Ça marche. Il y a Lina qui veut être derrière toi là. Ouais. Geshe-la avait donné un exemple plutôt amusant, disant à partir c'est brumeux, c'est-à-dire approximatif, voilà. Sans consistance. Voilà. Et Geshe-la parle bien dans le micro. C'est comme nous, enfin vous. Quand vous écoutez les enseignements, vous vous dites ah oui tiens c'est bien, mais en fait c'est la sagesse de l'écoute. Mais il faudrait l'étayer pour que ça devienne vraiment une illusion non trompeuse, non approximative, par les autres sagesses de la réflexion et de la méditation. Donc en fait on trouve ça aussi dans l'enseignement, donc c'était dans l'enseignement. Hein, oui. Ben oui, tu l'as écouté. Mais il y en a qui c'est passé par les mailles. Tout ce qui était là, enfin, je pense que tout, j'en sais rien. En fait, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est beaucoup de choses. Ça vient de l'enseignement, hein, c'est pas inventé. Donc c'est dans le livre, c'est à la page 243, signification erronée du monde d'apparence telle une illusion. Hein. Manière trompeuse, donc je lis mes notes. Manière trompeuse dont s'élève l'apparence, semblable à l'illusion. Donc, quand on ne sait pas faire la différence entre existence et non-existence, et existence de sa propre nature et manque d'existence de sa propre nature, quand on ne sait pas faire les différences, hein, on peut avoir une apparence d'illusion, comme une illusion en fait qui est floue, brumeuse. C'est parce qu'on n'a pas bien évalué la mesure de l'objet de réfutation. Hein. Si on a nié l'apparence véritable, d'existence véritable, mais qu'on n'a pas bien compris ce que c'est, hein, donc on peut nier en fait quelque chose il y a un manque de discernement. C'est écrit dans le livre comme ça, s'élève la perception d'une apparence brumeuse, née en dépendance d'une absence de discernement entre l'existence et l'inexistence en soi et la simple existence ou inexistence. Donc, on ne sait pas faire la différence entre... Non, c'est parce qu'on n'a pas bien compris, on peut avoir cette apparence, mais ça n'est pas ce qu'on entend... Sans une bonne évaluation, je répète, de la mesure de l'objet de réfutation, on a une apparence vague qui n'est pas l'illusion selon les Madhyamika. Hein. Ce dont on parle ici, ça n'est pas juste une apparence brumeuse qui en fait est assez courante, hein, peut se produire. On médite sur la vacuité et puis après on sort et tout est un peu bancal. Hein. C'est possible, hein. On ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop quoi et quoi. Hein. Et donc... Donc, ça n'est pas ça. Hein. Lorsque la mesure de l'objet de réfutation n'a pas été correctement évaluée, en premier lieu, la pensée de l'objet, que l'objet inexistant se fait jour. Là, je sais plus. On en vient à voir l'analyste lui-même comme tel. Et celui-là même qui détermine la non-existence cessant d'être, c'est pas très clair. On se trouve dans un état où il n'y a plus de base pour déterminer à propos de quelque chose, c'est ceci ou ce n'est pas ceci. S'élève alors la perception d'une apparence brumeuse, née en dépendance d'une absence de discernement. Hein. Entre exister et inexistence en soi, et la simple existence ou inexistence. On sait pas faire la différence, en fait on dit que c'est la simple existence, c'est l'existence en dépendance d'une simple désignation, ça devient inexistant. On n'arrive pas à la poser. Hein.
Donc, voilà la réponse. Hein. Donc, en conséquence, le sens de telle une illusion n'est en rien l'apparition de cette apparence brumeuse dérivée de cette compréhension qui n'est pas complète. Hein. Donc, après, une fois sortis de la réalisation de la vacuité, les phénomènes apparaissent différemment aux consciences sensorielles des êtres. Hein? Alors, vrai, qui c'est qui dit vrai? Ah bon, pardon. Ah non, différemment, pardon. Troisième question. Tu as fait une erreur dans ton truc. Tu as oublié quelque chose, Pema. Non, mais ça, c'est la quatrième question. Tu as oublié la troisième. Tu ne l'as pas recopiée. Ouais. Donc, la troisième question, une fois sortie de la réalisation de la vacuité, les phénomènes apparaissent différemment aux consciences sensorielles des êtres. Tout le monde dit faux? D'accord. Et donc, ils apparaissent de la même manière. Hein. Donc, c'est la quatrième. Une fois sortis de la réalisation de la vacuité, les phénomènes apparaissent de la même manière aux consciences sensorielles des êtres. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire apparaissent de la même manière? Hein? Comme existant? Alors, les phénomènes apparaissent de la même manière aux consciences sensorielles des êtres. Donc vous êtes d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire de la même manière? Oui, alors une personne, Philippe. Ils apparaissent. Ouais, micro. Oui, c'est-à-dire. Comme existant de leur propre côté. Exact. Ils apparaissent de la même manière. Donc, quand on sort de la réalisation de la vacuité, les phénomènes apparaissent comme ils ont toujours apparu aux consciences sensorielles des êtres, c'est-à-dire comme existant de leur propre côté. Hein. Mais la conscience mentale ne croit pas en cette apparence. Quand on a réalisé la vacuité. Alors, qui c'est qui dit vrai? Qui c'est qui dit faux? Frédéric, je t'attendais là. Ah, tu avais dit faux, mais maintenant tu dis vrai maintenant. D'accord. Alors ça c'est dans les notes, mais je ne sais plus où. Alors... de conscience cruciale par la force de la... Alors, ensuite, après avoir réalisé la vacuité, l'existence intrinsèque n'apparaît plus aux consciences sensorielles. Pour quelqu'un qui a réalisé la vacuité, l'existence intrinsèque n'apparaît plus à ses consciences sensorielles. Qui c'est qui dit que c'est vrai? Toi, tu as dit que c'est vrai? Maintenant, tu doutes. Ouais, alors les gens, ils sont très honnêtes. Hein. Mais après ce qu'on a discuté, qui c'est qui est d'accord que c'est vrai? Que l'existence intrinsèque n'apparaît plus aux consciences sensorielles? Qui c'est qui est d'accord maintenant? Gérard, tu peux nous... Non, mais j'ai dit, bon, maintenant vous avez été honnête, vous avez dit ce que vous avez marqué, mais maintenant je vous le dis, après la discussion, mais oui, tu es encore honnête, tu vas nous expliquer. Non, qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Hein? Je ne sais pas. L'existence intrinsèque n'apparaît plus aux consciences sensorielles. Excusez-moi, s'il vous plaît. Après avoir réalisé la vacuité... Oui, parle dans le micro. Comment dire, je sors de mon post-méditation, je vois les phénomènes tels qu'ils apparaissent relativement, mais qui n'ont plus d'existence intrinsèque.
ils apparaissent plus comme ayant de l'existence intrinsèque. Voilà. Ah ouais. Mais non, puisque là, ce qu'on dit en fait, tout ce dont on parle ici, ça dépend justement de ce qu'on dit, c'est que après avoir réalisé la vacuité, lorsqu'on sort de la vacuité, les phénomènes apparaissent toujours avec l'existence comme s'ils existaient véritablement. Dans l'apparence même, c'est pour ça qu'on les voit comme des illusions, parce qu'ils apparaissent avoir une existence intrinsèque. Mais donc ça c'est l'esprit conventionnel à qui les objets apparaissent, sans analyser. À cet esprit conventionnel, les phénomènes apparaissent comme s'ils existaient véritablement. Mais parce qu'il n'y a personne à méditer sur la vacuité, il y a la conscience analytique, une conscience mentale qui sait que c'est pas vrai. La conscience mentale, elle sait que ce qui apparaît à la conscience sensorielle, visuelle par exemple, n'existe pas en réalité. Donc, mais ce qui apparaît, ça n'existe pas, mais ça apparaît quand même. L'existence intrinsèque, elle apparaît aux consciences sensorielles. Donc ça, c'était ça. Après ce qui suit, les personnes sont vides, mais il y a une personne qui existe et accumule du karma. Alors, qui c'est qui pense que c'est vrai? Les personnes sont vides, mais il y a une personne qui existe et accumule du karma. Ouais. Et qui c'est qui dit que c'est faux? Gérard? Non. D'accord, on est tous d'accord alors. La personne, elle est vide, mais elle existe, elle accumule du karma, comme eux, par exemple. Exemple, nous. Moi, toi, il, nous, vous, il. Nous. Bah après, on ne sait pas. Ah ben, ouais, il y en a peut-être qui accumulent plus de karma. Alors après, intéressant, la vacuité existe de façon inhérente. Vrai. La vacuité existe de façon inhérente. D'accord. Faux. Ah mais moi c'est secret. Donc c'est faux. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La vacuité existe de façon inhérente. Qu'est-ce qui existe de façon inhérente en général? Le conventionnel existe de façon inhérente? Qu'est-ce qui existe de façon inhérente? Rien. L'espace existe de façon inhérente? Non. Alors, l'espace est un exemple de quoi? De phénomène qui existe de façon inhérente? Non. C'est de phénomènes non composés. Après, on a parlé, voilà, les phénomènes composés et les phénomènes non composés. Les phénomènes composés, c'est les phénomènes qui sont des produits, qui dépendent de causes et de conditions. Et les phénomènes non composés, c'est les phénomènes qui sont permanents, qui ne dépendent pas de causes et de conditions. Donc oui, il n'y a rien qui existe de façon inhérente, y compris la vacuité. Oui, dans les phénomènes composés, ça veut dire ils sont produits, ils viennent de causes et de conditions, ils sont impermanents, et les phénomènes non composés sont des phénomènes qui ne sont pas produits de causes et conditions, qui sont permanents. Comme l'espace, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La vacuité, les cessations, la vacuité, c'est permanent. Les phénomènes permanents. Donc la vacuité existe de façon inhérente, c'est faux. Et moi j'ai marqué que c'était vrai, parce que pour moi la vacuité existait de façon inhérente, c'est-à-dire tout phénomène n'existant pas de façon intrinsèque, et donc vacuité, de la nature de la vacuité. Donc la nature de la vacuité était, je me suis peut-être trompée de terme, alors pour moi la vacuité était inhérente à chaque objet.
Mais je me suis trompée peut-être dans la définition du mot inhérente, quoi, en fait. Ben, inhérent, ça veut dire de façon inhérente, intrinsèque, hein, c'est pareil. Hein. Ça veut dire qu'elle n'existe pas de son propre côté. Hein, elle est vide aussi, la vacuité. La vacuité elle-même n'a pas d'existence intrinsèque, véritable, etc. Tout ça, c'est des synonymes, au moins pour les prasangika, de son propre côté. Donc, de façon inhérente ou de façon intrinsèque, c'est pareil. De par sa nature propre, une existence réelle. Hein. Rien n'a ce genre d'existence, donc, y compris la vacuité. Et justement, on pourrait penser quelquefois que, comme la vacuité, c'est la vérité ultime, on l'a vu aujourd'hui, finale. Quand on analyse quelque chose, on tombe sur quoi? C'est une analyse finale, hein, une analyse ultime. On pourrait dire finale. Au final, si on va jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la vacuité, une absence d'existence réelle. Hein. Et donc, on pourrait penser peut-être justement la vacuité, c'est le phénomène final et que ça existe au moins véritablement. Eh bien non, même pas ça. Même la vacuité, elle n'a pas d'existence inhérente. Pour moi, ça voulait dire intimement lié, si tu veux. Oui, d'accord. Donc, il y a eu un problème d'interprétation des mots, d'accord. D'accord. Alors après, la vacuité vient à exister lorsqu'elle est réalisée. Alors, vrai. Ouais. Oui, faux. Là, la majorité, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas vrai. La vacuité vient à exister lorsqu'elle est réalisée. Et donc là, on a ça. Donc, il y a tout un laïus. Signification erronée du mode d'apparence. Est-ce que je vais le retrouver? Je n'ai pas bien marqué, en fait. Il y a tout un... Il faut que je retrouve. Il y avait plusieurs méthodes. S'appuie par le mode d'apparence tel une illusion. Bon, je ne le trouve plus. Alors, donc ça, on l'a ici, je crois, peut-être, page 241 du livre toujours. Donc d'abord, il y a un paragraphe qui dit « Ce n'est pas une vacuité d'annihilation. Hein. Ce n'est pas une vacuité d'annihilation. Ce n'est pas une vacuité d'annihilation puisque toutes les fonctions sont rationnelles et puisque c'est la simple connaissance de la vacuité des phénomènes vides de toute éternité. Toutes les fonctions sont rationnelles, donc sont valides. Hein. Les fonctions, les causes et effets, les phénomènes fonctionnent. Donc quand on parle de la vacuité, l'absence d'existence réelle, ce n'est pas une vacuité qui nie les phénomènes. Hein. Donc on ne dit pas que ce n'est pas le nihilisme, on ne dit pas que rien n'existe. Hein. Puisque c'est la simple connaissance de la vacuité des phénomènes vides de toute éternité. Ben, je continue là, oui. Ben, j'en suis là. Ouais. Ben, c'est pour ça que je lis ce paragraphe ici. C'est parce que dans ce paragraphe, donc, je suis en train de le lire là. Ouais. Donc, ça commence comme ça. Ce n'est pas une vacuité d'annihilation, ce n'est pas non plus un vide fabriqué par la pensée. Hein? Donc, c'est la simple connaissance de la vacuité des phénomènes vides de toute éternité. Ce n'est pas un vide fabriqué par la pensée, c'est vide de toute éternité. Hein? Moi, je me souviens, mon maître, quand il enseignait sur la vacuité, combien de fois j'ai entendu qu'il disait la vacuité, elle ne vient pas à exister quand on la réalise. La vacuité, tout est vide, tout le temps, c'est là, tout le temps. Hein? Donc, elle vient à exister lorsqu'elle est réalisée? Non, c'est faux. Hein? La vacuité, elle existe tout le temps, elle est toujours là, la vacuité. Hein?
Ensuite, ils disent, puisque tous les connaissances sont acceptées de cette manière, ce n'est pas une vacuité partielle. Oui, et alors Micro. Ah, il était allumé le micro. Essayez de l'éteindre entre deux. Je ne comprends pas la réponse parce qu'il n'y a pas écrit seulement. Elle existe aussi quand elle est réalisée. C'est une possibilité, mais elle existe autrement. Mais elle existe. Elle aussi vient à exister. Elle vient à exister. Ça veut dire comme si elle n'existait pas avant et elle venait à exister quand elle est réalisée. C'est ça la question. Quand tu lis la question, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce que la vacuité existe lorsqu'elle est réalisée? C'est pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que la vacuité existe lorsqu'elle est réalisée. Bien sûr, c'est vrai qu'elle existe quand elle est réalisée. Mais elle vient à exister lorsqu'elle est réalisée. C'est comme de dire, elle n'existait pas, mais elle vient à exister. Elle commence à exister quand on la réalise. Parce que peut-être quand on réalise la vacuité, peut-être on pense que les choses sont pas vides, mais qu'en fait quand elle commence à exister, la vacuité, quand on la réalise. En fait, c'est pas ça. Comment? Ouais, tu prends le micro s'il te plaît, Charlotte. Oui, non, prends le micro s'il te plaît. Tu l'allumes. Je dis qu'effectivement, nous, on le conçoit comme ça, on s'imagine que c'est parce qu'on le réalise qu'elle vient à exister là maintenant. Voilà. Donc, je le comprends mieux maintenant. Oui, ben, peut-être parce que comme on comprend pas ce que c'est la vacuité, on a l'impression que ça n'existe pas et que peut-être quand on la réalise, il va y avoir la vacuité. Mais la vacuité, elle est là tout le temps. Comment? Ben, tout le temps, ça ne veut pas dire forcément inhérent. Inhérent, quand on parle d'inhérent, ça veut dire exister en soi, avoir sa propre. Après, il faut voir l'interprétation qu'on donne. D'accord? C'est d'accord ou c'est pas d'accord? Non, là, la différence était, elle vient à exister lorsqu'elle est réalisée. Ça veut dire qu'elle n'existe pas avant, et elle existe, elle commence à exister quand on la réalise. Lina? Micro? J'ai un exemple donné par Dakpo Rinpoche. Parle dans le micro, s'il te plaît. J'ai du mal avec ça. J'ai un exemple là qui a été donné par Dakpo Rinpoche. Ça peut peut-être un peu éclairer. Premier point, il y a la vacuité de la tasse, puisque la tasse est dépourvue d'existence inhérente. C'est ça la vacuité. Mais, si la tasse est brisée, s'il n'y a plus de tasse, il n'y a plus non plus de vacuité de la tasse. Mais la vacuité de la tasse, si elle n'est plus, n'a pourtant pas été brisée. Eh bien, oui. Oui. Oui, puisqu'on dit que la vacuité, elle existe sur la base d'un phénomène. Donc, si le phénomène disparaît, sa vacuité aussi disparaît. Ça, c'est vrai. Mais ici, cette question-là, elle est assez standard. La vacuité vient à exister lorsqu'elle est réalisée. Enfin, moi, je l'ai entendue en 20-25 ans. Je l'ai entendue je ne sais pas combien de fois. La vacuité, c'est pas comme si elle venait à exister quand on la réalise. Et ça, je pense que ça correspond à ce que tu dis, Charlotte. On a une idée quelque part, parce que pour nous, la vacuité, c'est tellement étranger. On se dit, c'est très loin et c'est pas là. Et quand on va la réaliser, finalement, elle va venir. Et les lamas souvent disent, mais la vacuité c'est partout, c'est toujours là. Alors évidemment, si tu prends après la vacuité d'un phénomène particulier, c'est vrai que sur la base, la vacuité ça se comprend en particulier, donc sur la base d'un phénomène particulier, et si ce phénomène disparaît, sa vacuité n'a plus lieu d'être. Ouais. Donc ça correspond à des doutes qu'on peut avoir ou à des conceptions erronées qu'on peut avoir. Puisqu'ici, il y avait tout ce paragraphe, donc ce n'est pas une vacuité d'annihilation, ce n'est pas une invention de l'esprit, ça c'est dans mes notes, on ne dit pas comprendre. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça c'est autre chose. Ouais. Et puis après, donc, ce n'est pas une vacuité partielle, c'était là. Ouais. Donc...
Après, donc là, c'est bon? Oui, dans le micro, s'il te plaît. Donc, oui. Non, vers. Oui, je voudrais savoir si cette conscience conventionnelle ou relative, s'il y a un moment où elle cesse de façon définitive. Quelle conscience relative? Eh bien, on dit que les deux facteurs nécessaires pour que s'élève l'apparence semblable à l'illusion sont la conscience conventionnelle et la conscience analytique. Oui, donc ici on parle en fonction d'un objet particulier, hein, ici, dans ces deux conditions. Pour avoir une apparence comme une illusion, il faut ces deux, par rapport à un objet particulier. Hein. Donc par rapport à un objet particulier, la conscience conventionnelle, elle ne va pas durer vitam aeternam. Hein. Mais en général, la conscience, hein, tu comprends, pour voir quelque chose qui apparaît, donc ça dépend de conscience qui est cet objet comme... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire lors du cheminement vers non, en général, la moment... conscience... En général, ben, on a des tas de consciences conventionnelles. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait... Hein? L'esprit conventionnel, à qui les objets apparaissent sans analyser définitivement. Oui, après, oui. Bon, après ça, c'est autre chose. On verra si Guichel en parle. Ça, c'est lié à l'enseignement d'aujourd'hui entre les deux vérités, hein, la vérité relative et la vérité ultime. Hein. C'est lié à ça, non? Puisque la conscience conventionnelle, c'est en fait ce que a dit Geshe-la, une conscience qui appréhende les choses comme existant véritablement, donc l'ignorance. Hein. Donc ça, évidemment, quand quelqu'un devient un Bouddha, ça cesse. Ah, voilà, si c'est du côté, la si question, on prend oui, ça merci. Sous le pouvoir de l'ignorance. Oui. Mais bon, est-ce que le Bouddha n'a pas d'esprit conventionnel? Ça, c'est autre chose. Hein. On ne va pas parler de ça maintenant. Mais bon, on peut garder... Je ne sais pas si on a la même question, mais... Après, c'est comment le Bouddha réalise... Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais c'est lié oui, ma à la question... c'était en fait, est-ce qu'il y a un moment, par exemple, lorsqu'on devient Bouddha, est-ce qu'il y a un moment dans le cheminement où cette conscience conventionnelle cesse de s'élever? Oui, mais ça dépend ce qu'on entend par conscience conventionnelle. Après, il y a la question qui dit, puisque tous les phénomènes conventionnels apparaissent par le pouvoir d'une conscience en fait qui est influencée par l'ignorance, hein, est-ce que le Bouddha perçoit les phénomènes conventionnels? Il y a cette question. Donc ça vient dans le cadre des deux vérités. Et alors il y a des gens qui disent non, puisqu'il est affranchi de l'ignorance. Mais évidemment, si c'est un Bouddha et qui connaît tout, comment dire qu'il ne connaît pas les phénomènes conventionnels? Mais après, la question, c'est comment il les connaît? Quel est le processus de connaissance d'un Bouddha des phénomènes conventionnels? Parce qu'évidemment, si on dit que le Bouddha ne connaît pas tous les phénomènes conventionnels et qu'il ne connaît que la vacuité, à ce moment-là, il est un peu ignorant, le Bouddha. Donc on ne peut pas dire que, oui, le Bouddha, en fait, il a deux types de sagesse. Il a la sagesse qui comprend les phénomènes ultimes et la sagesse qui comprend tout, puisqu'il est omniscient, donc il connaît tous les phénomènes. Hein. Après, la question, c'est comment il peut connaître tous les phénomènes. Mais ça, c'est une question qu'on peut poser à Geshe-la. Mais on n'a pas terminé encore les deux vérités. Je voudrais continuer là, parce que donc la troisième question, c'est assez parce que c'est moins de 10 déjà. Lama Tsongkhapa explique comment appliquer le raisonnement réfutant le fait d'être un ou différent, l'analyse en 4 points pour générer la vue du non-soi des phénomènes. Comment l'appliqueriez-vous à votre esprit? Comment l'appliqueriez-vous à une forme physique comme votre corps? Bon, c'est la méditation qu'on a fait ce matin. Hein. Et donc, par rapport à l'esprit, on fera peut-être demain la méditation. Hein. Donc, après, la quatrième, le raisonnement de la production-dépendance. Le raisonnement de la production-dépendance élimine simultanément les deux extrêmes, les écueils principaux qui empêchent de trouver la vue correcte de la vacuité. Quels sont ces deux extrêmes? Décrivez-les brièvement. D'abord,
Micro. Qui c'est qui le veut, le micro? Sandrine. Tu veux? Vas-y. La question 4, oui. Donc, les deux vues extrêmes, il y a la vue extrême de superposition et la vue extrême de dénégation. Ouais. Donc, la vue extrême de superposition, c'est celle qui prête une existence en soi à ce qui n'en a pas. Donc, c'est la vue qui affirme que les phénomènes existent de par eux-mêmes. Ouais. Et la vue extrême de dénégation, c'est la vue selon laquelle l'absence d'existence en soi des phénomènes signifie l'inexistence du phénomène. C'est ce qui nie la réalité. Oui. Et on la nomme aussi la vue du nihilisme. D'accord. Oui. Donc superposition, dénégation, nihilisme, éternalisme, ou permanence. Donc on superpose, on exagère quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire l'existence véritable. On postule quelque chose qui n'existe pas. C'est l'existence en soi, véritable. Donc on va trop loin, c'est un des extrêmes. Quand on parle de vue de milieu, c'est entre ces deux. Et l'autre extrême, donc, c'est la négation ou nihilisme. Dénégation, elle a dit. Mais normalement, on dit nihilisme ou annihilation. Et donc, on nie trop. On nie l'existence conventionnelle des choses. Et on n'est plus capable non plus de poser l'existence des causes et des effets. Ça, c'est les deux extrêmes. Et alors, indiquer comment les deux extrêmes sont évités simultanément par l'application du raisonnement de la production en dépendance sur l'exemple d'une table. Alors, on parle ici d'un raisonnement, le raisonnement de la production en dépendance d'une table. Alors, d'abord, il faut savoir c'est quoi ce raisonnement. Il faut énoncer le raisonnement. Parce que si on veut voir que donc on a un raisonnement qui va permettre d'éliminer les deux extrêmes. Alors prends le micro s'il te plaît, Christine. Lève-toi si tu veux, non? Vas-y, Christine. Bon, alors je dis la table. Oui. Je dis, il faut d'abord c'est le sujet. Voilà. Le sujet, la table. C'est la table. La table, elle est constituée de différentes parties. Pieds, tablettes, etc. Ouais. Bon. Donc, on dénomme l'assemblage de ces différentes parties. Dans le micro, s'il te plaît. Ouais. On dénomme l'assemblage de ces différentes parties une table. Ouais. Lorsque l'on enlève les pieds, peut-on encore parler d'une table? Non. Qu'est-ce qu'il reste? C'est la tablette, c'est le tiroir, etc. Et donc, c'est un exemple simple de l'absence d'existence inhérente. On refute le nihilisme puisqu'il n'y a point absence de pièces. D'accord, il y a des pièces de table, mais la table, elle est partie où alors? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Ici, je vous demande, Yves, vas-y. Je vous demande quel est le raisonnement. Il y a un syllogisme. On parle d'un raisonnement de la production en dépendance sur l'exemple d'une table. Le sujet, c'est la table. C'est quoi le raisonnement, le syllogisme qui va exposer ce raisonnement pour montrer l'absence d'existence réelle, intrinsèque de la table par le signe de la production d'indépendance. Alors, on montre d'abord que la table existe en dépendance d'autre chose, et à partir de là, puisqu'elle existe, elle ne peut pas ne pas exister, donc il ne peut pas y avoir rien.
Et de notre côté, puisqu'elle existe en dépendance, elle ne peut pas exister de façon éternaliste, intrinsèque, par elle-même de son propre côté. Et pour les 3 points de l'interdépendance, il y a d'abord le fait que la table a été produite à partir de causes et de conditions. Donc c'est l'interdépendance de production. Puisqu'il a fallu des arbres, il a fallu des gens pour la fabriquer, etc. Ensuite, la table dépend de ses constituants, de ses parties, des éléments physiques, des pieds, du plateau, etc. Et enfin, on la conceptualise. Alors, comment sur tu la dirais base de ses que... constituants. Alors, explique-moi la question ici. Un des problèmes, quelquefois, avec ces devoirs, c'est que... Bon, j'ai pas vu en détail ce que tu as dit, donc c'est pas forcément pour toi là maintenant, mais parce que j'ai pas vu ta réponse en entier. Hein. Mais c'est que quelquefois, vous comprenez pas la question. Hein. Donc l'important, c'est de voir quelle est la question et de répondre à la question. Hein. Hein? Vous pouvez répéter la question. Donc la question ici, c'est il y a 2 extrêmes qui sont évités. Donc comment tu évites l'extrême du nihilisme? Je dis que puisque la table, je montre qu'elle existe en dépendance de divers éléments, il y a 3. Ouais. Elle est interdépendante. Oui, elle est interdépendante. Donc, puisqu'elle existe, donc ça veut dire que d'un côté, comme elle existe d'une certaine façon, puisqu'elle est interdépendante, donc il n'y a pas de nihilisme, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, puisque je viens de montrer qu'elle existe en dépendance de choses. Et d'un autre côté, puisqu'elle dépend de choses, elle ne peut pas exister de son propre côté, et donc je ne peux pas avoir une vision éternaliste de quelque chose qui dépend. Elle est produite, chose. Donc ça. Oui, dans l'interdépendance, elle est produite, elle dépend. Elle est produite, donc tu élimines le nihilisme. Oui. C'est ça que tu dis? Oui. Et elle est dépendante? Elle est dépendante de la production et elle est dépendante aussi de ses constituants. Elle a une dépendance relative aussi, et aussi elle a une dépendance conceptuelle, puisqu'elle est désignée sur la base de ses constituants comme étant une table. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Vas-y, Jocelyne. C'est la même chose. Donc, je vous demande un syllogisme. Quand on parle d'un raisonnement, il y a un syllogisme. Le sujet, table, où c'est que je l'ai mis? La table est vide d'existence intrinsèque, parce que c'est un produit, c'est une production dépendante. C'est ça le syllogisme. Hein. Donc comment les 2 extrêmes sont évités par l'application du raisonnement de la production en dépendance sur l'exemple d'une table? D'abord, il faut savoir quel est ce raisonnement de la production en dépendance. Hein. Quand on parle d'un raisonnement, l'application d'un raisonnement, le raisonnement c'est une formulation. Hein. On formule. Hein. On formule un syllogisme, un raisonnement. Ce syllogisme, il a un sujet, la table. Il a une thèse. La table est vide d'existence intrinsèque. C'est la thèse. Avec donc ce qu'on cherche à prouver, le vide d'existence intrinsèque. Et la raison, le signe ou la raison qui vient prouver cette thèse, c'est parce que c'est une production dépendante. Hein. Donc c'est ça, il faut partir de là. Hein. Et donc quand on part de là, alors on a le sujet table, on a la thèse qu'elle est vide d'existence intrinsèque, la raison pour ça. Hein. Après, on va étudier un peu plus tard. Quand on a un syllogisme comme ça, c'est assez technique. Pour que le syllogisme il soit viable, pour qu'il soit un syllogisme qui marche, il y a certains critères qui doivent être respectés dans un syllogisme. C'est comme par exemple, le son est impermanent parce que c'est un produit. Ça, c'est un syllogisme de base. On prouve l'impermanence par le signe, par la raison que c'est un produit. Donc ici, la table est vide d'existence intrinsèque parce que c'est une production dépendante. C'est ça le syllogisme. Donc, alors, vas-y, micro, parce que c'est une production, dépendante, c'est-à-dire c'est un résultat qui vient de causes et de conditions, etc. Ou une des 3 façons, donc c'est dépendant. Hein. À cause de ça, elle a donc une existence en dépendance qui annule la conception du nihilisme. Donc elle existe en dépendance.
Elle est produite et elle existe. Ça annule l'extrême, ça élimine l'extrême du nihilisme. Alors, comment on va éliminer l'extrême de l'éternalisme? Micro. Étant donné qu'elle est dépendante de ses parties et d'une multitude de causes et de conditions, donc elle n'existe pas de façon intrinsèque, autonome et permanente. Oui, donc comme elle est vide d'existence intrinsèque, c'est la thèse, ce que l'on... On réfute la permanence. La table est vide d'existence intrinsèque parce que c'est une production dépendante, donc le signe, le fait que ce soit une production dépendante élimine l'extrême du nihilisme, et le fait qu'elle soit vide d'existence intrinsèque élimine l'extrême de l'éternalisme. Donc aussi quand on voit production et dépendante, donc production élimine le nihilisme et dépendant élimine aussi l'éternalisme. Donc après, quand on va s'arrêter là parce que c'est 4 heures. Après, quand on va plus loin, chez les prasangika, en fait, chacun élimine chacun des deux extrêmes aussi. On arrête là. Oui, chacun élimine les deux chez les prasangika. Merci.